On revient d'Hawaï avec une fracture de stress de la crête tibiale postéromédiale. Le championnat canadien est dans 5 semaines. On a décidé de ne pas arrêter de courir. Et on a couru pendant 5 semaines sur une fracture de stress, ce qui n'était pas une bonne idée. On a des pathologies plus de charge. Et tout à l'heure, on va parler du tendon d'Achille et de la périostite tibiale. Ce sont des pathologies de charge. Mais la bandelette est une pathologie qu'on appelle de répétition. C'est la répétition et surtout la répétition continue avec une gestuelle identique qui provoque les symptômes. Comment se fait-il que bon nombre de périostites sont sur le tiers distal du tibia sur lequel il n'y a pas d'attache du soléaire, du long fléchisseur des orteils, du tibial postérieur, qui sont un peu le tendon commun classique qui vient mettre une charge mécanique? Comment ça se fait que c'est sur cette zone-là? Par exemple, la bandelette qu'on parlait tout à l'heure, s'il y a persistance des symptômes après 4 semaines, on est dans une mauvaise posture. Là, je suis très agressif. Même avec des athlètes de haut niveau, même après une semaine, je recommande des anti-inflammatoires. Après 3 semaines, je la réfère au doc pour une infiltration de cortisone. Pour faire le diagnostic de fracture de stress, on a un test d'exclusion. Vous sautez sur la jambe en unipodal. Si vous n'avez pas de douleur, vous pouvez exclure la fracture de stress. C'est que la probabilité d'une fracture de stress est très faible. Ce qui fait qu'une pathologie évolue bien ou pas, c'est pas tant la pathologie que le coureur lui-même. Bienvenue sur Entendons, le podcast qui t'aide à t'épanouir en tant que kiné. Je m'appelle Augustin Castel, je suis kiné du sport et hôte de ce podcast qui est produit avec cœur par Full Physio. Alors chaque mois, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter ou à même visionner nos épisodes dans lesquels nous recevons des professionnels passionnés qui viennent partager leurs astuces et leurs meilleurs conseils pour booster votre pratique clinique. D'ailleurs, un petit mot à propos de Full Physio qui est l'app incontournable utilisée par plus de 20 000 professionnels de la santé. Full Physio, c'est ton allié pour rester à la pointe en kiné, ainsi que proposer des traitements optimaux à tes patients et patientes. Plus concrètement, Full Physio, ce sont des milliers de ressources pour te faire gagner du temps dans ta veille scientifique, des outils cliniques tels que la prescription d'exercices, des fiches d'éducation thérapeutique, des bilans, ainsi que des formations en e-learning et en présentiel. Alors si toi aussi tu as envie de passer au niveau supérieur dans ta pratique, rejoins-nous sur fullphysio.com et promis, tu ne seras pas déçu. Et maintenant, place à l'épisode. Hey, salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Blaise Dubois une nouvelle fois. On l'avait déjà accueilli dans le podcast il y a quelques mois où on avait parlé de cryothérapie, de quantification de la charge mécanique, bref, on a parlé de plein de choses hyper intéressantes. Dans cet épisode, on va se focus sur le syndrome de la bandelette iliotibiale et Blaise va nous faire un énorme topo à ce sujet et on va aborder les mythes, les fausses croyances, les principes de traitement à garder en tête, bref, tout ce qu'il faut pour mieux traiter nos coureurs et nos coureuses au cabinet. Allez, bon épisode. Et salut Blaise, écoute, merci beaucoup d'être à nouveau avec nous sur ce nouvel épisode d'Entendons. Voilà, on avait déjà eu la chance que tu viennes parmi nous il y a un an de ça. On a discuté de cryothérapie, on avait discuté de quantification du stress, du stress mécanique, bref, de plein de choses. Mais j'aimerais bien que tu te présentes quand même pour ceux ou celles qui ne te connaîtraient éventuellement pas, même si à mon avis, beaucoup de nos auditeurs te connaissent. Alors, mon nom est Blaise Dubois, je vis au Canada, à Québec, au Lac-Beauport. Je suis physiothérapeute de profession. J'ai fondé la Clinique du coureur en 2008, donc ça fait un bon petit moment que ça roule. Et puis, la Clinique du coureur a une veille scientifique systématique de la littérature pour s'assurer qu'on soit dans les meilleures pratiques, les pratiques exemplaires, en fin de compte, en physiothérapie et en médecine du sport. Et puis, on enseigne dans 18 pays à travers le monde maintenant, et puis avec une cinquantaine d'enseignants qui enseignent les concepts et les principes de la clinique du coureur, mais qui finalement sont une vulgarisation pour les professionnels de la santé, les coureurs et les entraîneurs de la science de la course à pied. Donc, on a cette veille scientifique, on a 8 PhD maintenant qui travaillent dans l'équipe, et puis on a, en fin de compte, de l'éducation à l'ensemble des professionnels à travers le monde. Fait que moi, personnellement, j'ai 4 enfants, je suis grand-père d'une petite fille, je vis au Lac-Beauport, je cours tous les jours, j'écris un livre. Ma vie est très occupée parce que je fais non seulement de la création de contenu scientifique pour les formations, mais en plus, j'ai des rôles de leader d'organisation parce que je fais partie d'un regroupement de 15 cliniques à Québec qui est PCN, duquel je suis un des actionnaires et un des leaders de l'organisation. On a la clinique du coureur, on a le coaching du coureur, on a Walden Aventure, on a de l'immobilier, on a plein de choses. Donc, ça nous occupe énormément. On a aussi des événements, la clinique du coureur. Donc, bien évidemment, il y a des leaders de l'ensemble de toutes ces entités, mais j'ai souvent été le fondateur, l'initiateur ou quelqu'un qui est
coller à ces entreprises-là, en fin de compte, pour leur développement, la stratégie, la gouvernance et ainsi de suite. OK, bah, c'est une belle présentation, courte mais exhaustive. Donc, non, en vrai, c'est hyper inspirant, je te l'avais déjà dit, mais ton parcours est hyper inspirant et il m'inspire beaucoup. Il inspire, je pense, beaucoup aussi de monde qui vont nous écouter, là, avec ce podcast. Hem, c'est vrai que la dernière fois, on avait parlé, comme je l'ai dit en début du podcast, beh, de cryothérapie, de quantification du stress mécanique, mais également on avait abordé aussi plus un aspect entrepreneurial. Ouais, Aujourd'hui, je me suis dit, pour éviter les redites, d'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'épisode, enfin les 2 épisodes qu'on avait fait ensemble avec Blaise, il y a plus ou moins un an maintenant. Pour éviter les redites, je me suis dit: «Tiens, si on abordait un petit peu les pathologies courantes chez le coureur?» Pour essayer un peu de déblayer le terrain, que ce soit en termes d'indices cliniques, de diagnostic différentiel, de prise en charge. Voilà, essayer de dégager quelques éléments clés. Évidemment, l'idée, c'est pas de nous faire, un cours entier sur chaque pathologie parce que, beh, la clinique du coureur, est là pour ça aussi, et ça, je vous invite à vous y former aussi. Mais, voilà, pour un petit peu déblayer le terrain et nous faire part de ton expérience clinique, je me suis dit: «Et si on parlait aujourd'hui de périostite ou syndrome de stress tibial médial déforme?» Mais je garde le mot périostite parce que c'est plus court à dire, le syndrome de la bandelette iliotibiale et la tendinopathie d'Achille. Pour commencer avec ces 3 pathologies, je te propose de parler un petit peu d'indices cliniques. Au final, quand est-ce qu'on peut ou on doit suspecter ces pathologies selon toi? Ça fait une longue question, mais ouais. Alors, il faut vraiment les prendre une par une. ouais, Peut-être qu'on pourrait les définir avant, oui, parce que c'est pas très clair non plus, c'est quoi la physiopathologie de chacune de ces entités. oui. Si je commence avec la bandelette iliotibiale, en fait, c'est un syndrome qui va donner des douleurs sur la face latérale du genou. On a longtemps, en Europe, beaucoup, on parle du syndrome de l'essuie-glace, l'idée qu'il y a vraiment une bandelette qui vient frotter, en fin de compte, et sur les plans profonds, qui est l'épicondyle fémoral latéral, qui est la proéminence osseuse en latéral du genou. En fait, c'est un peu remis en question. Il y a certainement un mouvement qui se produit, mais on est dans des forces beaucoup plus compressives, avec un mouvement de friction locale qui peut être occasionné peut-être par un certain mouvement, mais beaucoup moins important qu'on pouvait l'imaginer dans le passé parce que tout se tient, il y a des fascias qui tiennent tous ensemble. Une chose est certaine, cette pathologie est une pathologie qu'on appelle de répétition, et ça c'est très important. Ça n'apparaît pas en regard de la charge appliquée sur la bandelette, mais bien du nombre de répétitions qu'on fait avec cette bandelette de flexion-extension répétée du genou. Mmh. Classiquement, c'est une pathologie qu'on observe chez les coureurs, parfois chez les cyclistes, mais qu'on observe dans presque aucun autre sport. Donc, c'est une pathologie assez spécifique aux coureurs. Mmh. Euh, En dessous de cette bandelette, entre la proéminence osseuse, qui est l'épicondyle fémoral latéral, et la bandelette elle-même, il peut y avoir un repli capsulaire, il peut y avoir une bursopathie, une bourse associée, il peut y avoir un coussinet graisseux aussi. Il y a différentes choses qu'on suppose actuellement. OK. Euh, c'est un syndrome qui aussi se sensibilise rapidement. Donc, chez les coureurs, c'est une pathologie qui peut rapidement dégénérer en quelques semaines chez des personnes un petit peu plus vulnérables et sensibles. Et c'est une pathologie qui a une présentation clinique qui est toujours un peu de la même manière. Donc, tu vas courir, on n'a aucun signe clinique au début habituellement. Après un certain temps de course, donc un nombre de répétitions particulières et principalement si cette répétition est faite avec une certaine tension. Donc, pire si je fais des descentes roulantes. On ne parle pas de descente de palier et d'escalier, mais des descentes où on peut courir. Pire si on attaque du talon avec des phases de shearing au niveau du tibia sur le fémur, avec un travail de la bandelette pour retenir finalement ce mouvement-là. Euh, Pire si on est dans une régularité du mouvement qui est toujours identique, donc on n'a pas de variété de terrain ou de variété de vitesse ou de variété quelconque. Mmh. Si on est à une vitesse lente, parce que ces syndromes-là sont beaucoup moins sensibles quand on va vite, beaucoup plus quand on va lentement, OK. autre particularité, on va avoir une douleur qui va apparaître après un temps particulier. Donc Mmh. souvent, la personne va dire, quand je pars jogger, à entre 20 et 25 minutes, je commence à avoir mal à ma bandelette. À 25, je suis obligé d'arrêter. Et puis, j'arrête. Et puis, 10 minutes plus tard, j'ai plus rien. J'ai aucune douleur. Et là, je vais consulter mon professionnel de la santé et il me fait tous les tests possibles. C'est-à-dire
Il regarde la mobilité du genou, la mobilité de la rotule, la mobilité de l'ensemble du cadre inférieur. Il regarde tous les mouvements résistés. Et il n'y a rien qui est positif. J'ai pas de signe neuro, j'ai une mobilité complète multisegmentée. J'ai pas de tous mes tests résistés sont négatifs et j'ai une douleur à la face latérale du genou. Et à partir de ce moment-là, j'ai donc exclu bon nombre de pathologies et je m'oriente vers un syndrome de bandelette iliotibiale que je vais pouvoir confirmer avec d'abord une historique classique comme je viens de mentionner, mais aussi avec un test qui est le test de Noble, qui est un test qu'on a un peu modifié à la clinique du coureur pour qu'il soit encore plus sensible, où on va simplement faire des allers-retours de 0 à 30 degrés avec une pression proximale à l'épicondyle fémoral latéral et en ajoutant un petit stress varisant. Alors là, pour les coureurs, vous m'écoutez, vous ne comprenez rien, mais c'est pour les professionnels de la santé. Il y a une subtilité dans le test qui fait en sorte qu'on va pouvoir réveiller avec la répétition les symptômes du patient. Donc, en 15 répétitions, habituellement, on est capable d'aller chercher les symptômes de consultation du patient qui apparaissent après 1000 répétitions pour certains, 3000 répétitions pour d'autres si on fait juste courir. Donc, ce test-là est tellement plus stressant qu'on arrive à accélérer finalement l'apparition des symptômes. Et cet aller-retour avec cette pression plus le stress varisant, en fin de compte, vient réveiller les symptômes. Ok. Les diagnostics différentiels de cette pathologie-là sont nombreux. À la face latérale du genou, il faut bien évidemment écarter tout ce qui est osseux, articulaire, méniscal, ligamentaire. On a 3 articulations qui peuvent donner les douleurs, qui sont la patellofémorale avec des douleurs référolatérales, la tibiofémorale classiquement avec de l'arthrose, un pincement articulaire, et la tibiofibulaire qui est à la face latérale aussi. On a bien évidemment une panoplie de structures contractiles. Je pense au vaste latéral du quadriceps, les ischio-jambiers avec le biceps fémoral, le poplité, le jambier antérieur, les fibulaires, qui sont tous des structures tendineuses, musculaires, qui peuvent donner des douleurs à la face latérale du genou. On a aussi, bien évidemment, tout ce qui est neuroméningé, avec la branche récurrente infrapatellaire du nerf fibulaire commun, mais on a aussi parfois la branche infrapatellaire du nerf saphène, qui est en interne, mais qui donne une innervation latérale. Et on a rarement une condition vasculaire qui va donner des douleurs à ce niveau-là. On n'a pas de diagnostic différentiel à ce niveau-là si c'est très isolé. Mais on a donc une vingtaine, 25 diagnostics différentiels qu'il faut quand même écarter comme professionnel de la santé pour cette pathologie qui est la bandelette iliotibiale. Ouais. Là, je t'ai fait un topo large. Je ne savais pas, je me suis égaré de ta question. Hein. On a Non, t'inquiète. avancé, mais... Non, mais c'est top. Et de toute façon, comme tu dis, une question en amène une autre. Et quand on parle d'une pathologie, en fait, quand on parle d'indice clinique, tu as raison de dire il faut peut-être déjà comprendre la pathologie avant. Donc, ça fait sens aussi. Ouais. Et je te remercie pour ce topo. C'est vrai que la bandelette, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que ce soit une pathologie vraiment plus qui aime l'intensité, entre guillemets, qui préfère l'intensité au volume. Parce que du coup, je suppose en pratique avec nos patients et nos patientes, ça a aussi des implications pour le retour à la course. Je suppose que chez ces personnes-là, on va peut-être plus... en fait, où je veux en venir, c'est que parfois, on a tendance à se dire, en rééduquant en course à pied, tiens, on va couper toute l'intensité. L'intensité, c'est vraiment l'ennemi, machin. Et en fait, de ce que je comprends ici, de ce que tu nous exposes, peut-être qu'avec la bandelette, on peut se permettre cette intensité qui semble contre-productive parce qu'on a l'impression que intensité égale beaucoup plus de charge et donc ça va être beaucoup plus délétère. Mais en fait, c'est probablement ça une des clés dans ce genre de prise en charge. Exactement. En fait, quand le coureur arrive avec un syndrome de bandelette iliotibiale, il y a quelques règles de pratique, des perles de pratique en fin de compte qui sont importantes. La première chose, c'est que c'est une pathologie qui se sensibilise, donc on va permettre zéro douleur. Si tu rentres dans les symptômes pendant ton entraînement, tu vas sensibiliser ta bandelette. Le lendemain, plutôt que de te rendre à 25 minutes, tu vas te rendre à 22. Et si tu rentres dans la douleur encore, même si ce n'est qu'une minute, tu vas te rendre à 20 et à 18. Et souvent, on a un syndrome qui va s'empirer avec le temps. Donc, ma consigne pour les coureurs, c'est de dire, je ne veux pas que tu aies de symptômes associés à ta bandelette quand tu vas courir. Donc, dans un monde idéal, tu arrêtes avant que la douleur apparaisse. Et donc, ça veut dire souvent, la personne va dire, ah, je sens un petit aura, un petit quelque chose. On n'est pas encore même au point 5 sur 10. On est comme dans une sensation, c'est le temps d'arrêter. Okay. Et c'est une pathologie qu'on appelle de répétition.
Donc, ceux qui connaissent les concepts de la clinique du coureur, qui sont bien définis aussi dans le livre, c'est qu'on a des pathologies plus de charge. Et tout à l'heure, on va parler du tendon d'Achille et de la périostite tibiale. Ce sont des pathologies de charge. Donc, comme tu l'as dit, ça, c'est des pathologies où on va couper l'intensité, on va couper Ouais. la charge appliquée directement. Mais la bandelette est une pathologie qu'on appelle de répétition. C'est la répétition et surtout la répétition continue avec une gestuelle identique qui provoque les symptômes. Donc, pour cette bandelette-là, pour ce syndrome-là, le syndrome de la bandelette, on va, par exemple, dans une planification, dire on va couper la longue sortie. Là, tu ne peux plus faire de longue sortie parce que souvent, c'est celle qui est le plus dommageable. On va, en parallèle de ça, décider de couper, de garder l'intensité. Donc, tu vas garder tes 2 entraînements d'intensité, mais je vais même peut-être t'en rajouter un troisième ou un quatrième. Et on va courir aussi souvent, moins souvent. Donc, c'est-à-dire que chez les cas résistants, problématiques, on va même courir aux 2 jours. OK. Parce que ça laisse plus de temps à cette bandelette de se désensibiliser. Et ça aussi, c'est tout à fait contraire des 2 autres pathologies qu'on va parler, où on va dire qu'il faut que tu cours tous les jours. Ouais. Euh, donc, il y a vraiment des particularités sur la bandelette parce que c'est une pathologie de répétition qui se sensibilise, où dans les consignes générales, les perles de pratique, encore une fois, on monte, mais on ne descend pas. Mmh. Donc, bien évidemment, il y a plein d'options autour de ça, hein. Tu montes la montagne, tu redescends en téléphérique, tu fais du tapis roulant qui monte mais qui descend jamais. Mmh. Tu trouves des solutions autour de ça, c'est une des options. La deuxième, c'est ça prend de l'irrégularité dans la surface. Donc, on préfère les surfaces irrégulières, plus trail, OK. où tu as des variétés de rythme, des variétés de cadence, des variétés de mouvements, qui tout ça va faire en sorte que tu vas sensibiliser beaucoup moins vite ta bandelette iliotibiale. Euh, on va faire de la qualité et de la vitesse autant qu'on en veut, mais on va être obligé de couper le volume. On va fractionner les entraînements pour faire marche-course quand on fait justement du volume, parce que ça aussi, c'est une des manières de durer plus longtemps dans le temps. Ouais. Et après ça, ben, on a quelques autres alternatives, alors avec du succès vraiment mitigé, qui sont le fameux taping neuroproprioceptif, le kinésiotape, qu'on va pouvoir, les bandes de couleur qu'on peut coller sur le genou, que j'utilise de temps en temps. On fait les tests avec les coureurs. Je te dirais que c'est un coureur sur 2 qui a l'impression que ça l'améliore. Ouais. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de test-retest pour ça parce qu'il sort dehors avec le taping ou sans taping. Et malheureusement, comme il y a beaucoup de valeurs confondantes et de biais associés au fait d'avoir une douleur qui apparaît à 25 versus à 20 versus à 15 minutes, ben, parce que j'ai fait un peu de descente, parce qu'il y avait du vent, parce que XY, ben, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Mais c'est une des alternatives qu'on a. Et on a même des orthèses, des orthèses, en fin de compte, exemple la ZAMST, qui peut essayer de tenter de créer une rotation externe du tibia pour essayer de relâcher la bandelette. Ça Mmh. marche aussi à tester, mais ça marche moyen. C'est pas très efficace non plus. OK. Donc, voilà. Et après ça, on a plein d'autres conseils sur la biomécanique. Sur Mmh. la bandelette iliotibiale, on a une étude intéressante qui montrait que élargir la base de sustentation réduisait le stress sur la bandelette, Mmh. la tension sur la bandelette. Donc, si vous êtes à quelques semaines de marathon et vous dites, bon, ben là, j'ai mon marathon qui arrive, et là, je ne sais pas si ça va tenir ou pas, et que tout d'un coup, vous commencez à avoir un peu des symptômes à partir du 20e kill, ben là, si vous voulez essayer de le finir, vous pouvez fractionner, donc commencer à faire du plus rapide, plus lent marche. Mmh. Vous pouvez tenter d'élargir votre base de sustentation. Et on a une étude aussi qui montre qu'on arrive à réduire les symptômes d'une bandelette iliotibiale en augmentant la cadence. Et c'est contre-intuitif parce qu'en augmentant la cadence, on augmente le nombre de fois où ça frotte, Ouais. mais par le fait qu'il y ait moins de charge et de tension à chaque pas parce qu'on mouline un peu plus et que notre temps de contact au sol est plus rapide, donc tu as moins le temps de collapser sur ta pronation, ton genou valgus ou ton stress en flexion de genou, ben, en fin de compte, c'est qu'on est capable de réduire avec ça les symptômes. Donc, une OK. étude intéressante sur le sujet. Donc, on a quelques alternatives per compétition, admettons, pour essayer de se soulager puis de se rendre plus confortable et d'essayer de finir cette course pour essayer de la finir. Parce que Ouais. c'est pas dit qu'avec une bandelette, vous allez finir. Ouais. Et petite anecdote, j'ai fait une des courses de la Diagonale des Fous à l'île de la Réunion, qui était en fin de compte, qui était en fin de compte la Mascareigne. Et en fin de course, en fin de compte, tout le monde avait un taping de genoux, de bandelettes pour descendre
la pente vers la redoute, c'était catastrophique. En fait, je me disais, mais comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui ont des bandelettes iliotibiales ici? Ouais. Et bien évidemment, quand on fait la course, on devine, on comprend pourquoi. Ouais, mais je trouve que ça peut être vachement invalidant cette bandelette parce que moi, par exemple, j'ai un ami coureur, il en est venu à se faire opérer de sa bandelette parce que Ouais, il avait essayé, ça faisait 2 ans qu'il était en traitement, voilà, il avait fait plusieurs kinés, etc. Et il n'arrivait pas à courir plus que 5-6 kilomètres, enfin, j'ai plus les chiffres en tête. Et il en est venu à se faire opérer. C'est le seul cas proche de moi que je connais qui s'est fait opérer de la bandelette. Et a priori, maintenant, ça va mieux. Mais c'est vrai que moi, quand il me parlait d'opération, au début, je disais, mais non, te fais pas opérer, pas pour ça, machin. Et je sais pas, toi, ouais. ton expérience là-dessus. euh, On a très, très peu d'expérience au Québec sur les opérations de la bandelette. Ils vont faire une petite incision en Z pour essayer de relâcher la pression locale. Comme n'importe quelle chirurgie, il n'y a pas de démonstration scientifique. Ça, c'est la première chose, hein. On a des petites séries de cas, on a à peu près rien là-dessus. Donc, c'est des tentatives. ouais, Donc, quand on est rendu à faire une chirurgie pour à peu près tout le domaine de la chirurgie orthopédique, il faut être vraiment prudent parce que les données probantes sont manquantes. ouais, Très faibles, souvent de mauvaise qualité, des séries de cas. On est à peine à 1% des chirurgies en orthopédie qui sont basées sur les données probantes avec des études qui ont des placebos ou des groupes contrôle de suivi. ouais, Donc, c'est une alternative, c'est une option. Avant ça, moi, j'aurais tendance à faire, et on le fait de temps en temps au Québec, des infiltrations de cortisone. Donc, c'est une autre pathologie particulière où moi, je vais recommander les anti-inflammatoires. ok, 3 jours, 5 jours, 7 jours, parfois même 10 jours. S'il y a une bonne réponse, mais qu'on ne s'en sort pas par la suite, ben, il y a les infiltrations de cortisone en étoile, approche postérieure. Il y a différentes approches. Il y en a qui font ça avec l'écho-guidance aussi. C'est des choses, c'est la pathologie pour laquelle je suis plus enclin à aller vers l'infiltration de cortisone et l'utilisation d'anti-inflammatoires. Après, dans le traitement, bien évidemment, il faut quantifier le stress mécanique, en plus de tout ce qu'on a dit, de s'assurer de ne pas aller dans les symptômes. ouais, Et j'ai quelques cas dans mon environnement qui se sont fait faire des chirurgies. Euh, je suis obligé de dire avec succès pour certains. La question, c'est est-ce que tu te fais opérer, tu as quelques mois off, tu reprends très doucement, tu as eu un traumatisme local, peut-être que tu as désensibilisé aussi un peu les tissus avoisinants. Est-ce que c'est vraiment la chirurgie qui fait la différence? Est-ce que, bon, on ne le sait pas mhm, trop, mais ça reste une option dans les cas de non-évolution et de persistance de symptômes. La seule chose sur laquelle il faut être prudent, c'est que la majorité des bandelettes qui sont des bandelettes persistantes ne sont plus des bandelettes, c'est des sensibilisations du système nerveux avec, bien évidemment, une approche qui va être complètement différente ouais, et non pas purement mécanique comme je vais faire une incision en Z en chirurgie. ouais, c'est ça. Mais ouais, mais c'est intéressant. Je reviens aussi sur ce que tu disais, sur le fait que, bon, maintenant, ça fait quelques années, mais qu'on a changé un peu notre vision de la physiopathologie de cette pathologie. À savoir, eh ben, on est passé d'un syndrome purement frictionnel où on s'imaginait vraiment que ça frictionnait à chaque fois, ce qui est un Ouais, peu anxiogène, à quelque chose peut-être mix ou en tout cas composante aussi compressive, voire plus compressive que frictionnelle. Hem, c'est intéressant parce que je trouve que enfin, j'entends encore, même maintenant, beaucoup de kinés qui peuvent se dire: «OK, ben je vais aller étirer cette bandelette», tu vois? Je vais aller, ouais, l'étirer pour, soulager les symptômes. Et quand on s'intéresse à cette physiopathologie, on se rend compte que, en fait, ça n'a pas trop de sens, a priori, parce qu'on viendrait plus provoquer les symptômes qu'autre chose. On reproduit, en fait, le mécanisme qui pose problème. Mais c'est quand même étonnant parce que, à contrario, comme ça je prends les 2 chevaux de bataille, heu, j'ai des patients ou j'ai des kinés qui me disent: «Oui, non, mais moi, j'ai tiré la bandelette et en fait, ça a vraiment soulagé mon patient», et je trouve ça toujours, mm, étonnant. J'ai même des patients qui vont me dire: «Non, mais moi, je vous jure, je me suis mis sur ce rouleau, foam roller, je suis roulé dessus et ben, franchement, autant les exercices, ça m'avait pas trop aidé, autant ça m'a vraiment aidé», et je trouve ça toujours, étonnant de constater ça parce qu'en fait, ça va ouais. contraire à ce qu'on vient de dire. Alors, essayer de mettre de l'ordre dans tout ça et c'est pas évident. Ok. Moi, j'ai donné des étirements de la bandelette iliotibiale pendant des années à mes patients, hein, Ouais, avec du succès, avec des bons résultats. La question, c'est est-ce que la part de l'étirement que je donnais à mon patient dans l'ensemble de tout ce que je leur donnais avait vraiment un rôle à jouer ou pas. mmh, Maintenant, je donne presque plus jamais d'étirement pour la bandelette. Je ne suis pas convaincu que je fais grand-chose avec ça.
La question, en fin de compte, c'est est-ce qu'on peut désensibiliser un tissu en lui donnant des exercices d'étirement? Est-ce que mécaniquement, on pourrait vraiment avoir un effet d'étirement de la bandelette? Ça, c'est une autre controverse, hein. Ouais. Plusieurs pensent qu'on n'a pas d'effet d'étirement. On Mmh. a des études avec des marqueurs, en fin de compte, où on est capable de voir l'allongement du tissu, mais est-ce qu'on est capable d'avoir un effet plastique où on a une déformation du tissu qui va garder une meilleure flexibilité? Mmh. Probablement pas. Il faut savoir que la bandelette a une attache proximale directement sur la crête iliaque, la lèvre inférieure de la crête iliaque, et qui va au tubercule de Gerdy comme un long ligament finalement qui s'attache du haut vers le bas sans avoir de structure musculaire, comme un peu un fascia, comme un peu un Mmh. ligament. Mmh. Bien évidemment, on a le tenseur du fascia latal, le grand fessier en proximal, qui viennent mettre des tensions sur l'ensemble de cette structure et ce fascia. Puis au niveau distal, on a le chef pop sur le tubercule de Gerdy et on a le rétinaculum latéral. Et là, pour la rétinaculite latérale, qui est comme pour moi un autre diagnostic différentiel qu'on explore dans le courant point 1 de la clinique du coureur, il y a effectivement un étirement particulier de ce rétinaculum qui peut être fait et qui donne, et là, moi, cliniquement, j'ai certaines convictions, encore une fois, pas de science sur le sujet, hein, mais Ouais. certaines convictions que d'étirer le rétinaculum peut vraiment améliorer quelqu'un qui a une irritation de ce rétinaculum, mais OK. qu'on va vraiment différencier au niveau diagnostic du syndrome de friction de la bandelette iliotibiale. Je dis OK. friction, mais c'est le syndrome distal où on a une zone vraiment de localisée de compression friction locale. OK. Euh, donc, sur l'étirement, est-ce que le fait de faire de l'étirement a vraiment un effet mécanique ou c'est juste une désensibilisation du système? Peut-être. Ouais. Est-ce que le fait de se masser avec un rouleau à pâte, un stick, tout le versant latéral du quadriceps, est-ce que ça désensibilise aussi? Se rouler sur un foam roller sur le côté, est-ce que c'est quelque chose qui fait du bien? On masse le quadriceps d'abord et avant tout, hein? Ouais. On n'étire absolument pas la bandelette, on masse le quadriceps, mais est-ce qu'on désensibilise cette condition-là qui, dans cette désensibilisation, en fin de compte, est une des approches de traitement de la bandelette iliotibiale, puisque c'est une pathologie que non seulement on ne maîtrise pas bien au niveau de la physiopatho, mais qui en plus est une pathologie qui se sensibilise assez facilement chez le coureur. Ouais. Donc, je ne suis absolument pas fermé à faire de l'étirement ou encore peut-être mieux de désensibiliser avec un massage latéral du quad. Mais je dis souvent à mes coureurs, tu évites la zone douloureuse. Ouais. Tu ne vas pas passer par-dessus avec ton rouleau à pâte pour aller directement. Ou si jamais tu le désensibilises, ben là, il faut relâcher la pression pour désensibiliser davantage la peau. OK. Chez certains individus, avec des sensibilisations associées, je vais faire des palpés-roulés cutanés pour aller désensibiliser la peau localement. OK. Certains vont se frotter et ainsi de suite. Là, on est vraiment dans une approche qui n'a rien à voir avec la bandelette, mais qui a à voir avec l'effet secondaire de la bandelette, qui est une sensibilisation locale. Ouais. C'est en fait comme un peu l'approche manuelle dans son ensemble où, au final, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a cet effet aussi, d'une part contextuel, mais aussi, du toucher thérapeutique qui permet de comprendre pourquoi on est moins spécifique que ce qu'on pensait quand on fait du manuel, mais ça n'empêche pas que ça a des effets et je pense Oui. que ouais. Et après ça, je précise une chose, parce que là, l'effet contextuel est de mieux en mieux connu. Le toucher thérapeutique, on va dire, est de plus en plus connu. Cette création d'alliances thérapeutiques avec les patients qui ont besoin d'être touchés et Ouais. voilà, ce contact humain va améliorer l'alliance thérapeutique. Mais il y a aussi un système nerveux qui s'est sensibilisé localement. Et moi, je donne aux patients l'exercice de s'auto-mobiliser la peau en Mmh. se faisant du palpé roulé tous les soirs pendant quelques minutes et avec une désensibilisation. Au début, ils sont intolérants à ce mouvement qu'ils font avec prudence et douceur pour à un moment donné pouvoir rentrer dedans et ne plus avoir de symptômes associés. Comme OK. si on a désensibilisé le système nerveux localement et ça, on est capable d'aider des patients qui ont des douleurs chroniques. Mmh. Parce que quand on parlait de la chirurgie, je disais, soyons prudents d'aller vers la chirurgie ou les alternatives plus poussées, plus invasives, plus potentiellement dommageables, comme l'infiltration de cortisone aussi, parce qu'il y en a qui ont des douleurs persistantes, non pas parce qu'ils ont un syndrome de bandelette persistante, mais parce que leur système nerveux s'est emballé. Ouais. Donc, même si on cherche un traitement qui est anti-inflammatoire ou un traitement qui est d'aller couper la bandelette, ben, si on est dans une sensibilisation du système nerveux, on va certainement avoir moins de succès avec ça.
Ouais. Et chacune des modalités doit aussi être évaluée en rapport à son rapport risque-bénéfice. J'ai une patiente que j'envoie pour infiltration qui se fait infiltrer la bandelette iliotibiale. Donc, non seulement déjà, il y a une fonte du tissu adipeux, puis une décoloration parfois de la peau, mais qui peuvent être un peu secondaires comme effet secondaire, mais elle a eu une cristallisation du produit. Et OK. elle a eu 1 an de douleur avec cristallisation de la cortisone au niveau de son genou. Et là, pour régler un problème qui était, persistant pour lequel on ne s'en sortait pas et qui avait probablement déjà une sensibilisation du système nerveux, j'ai OK. créé plus de dommages et de problématiques avec cette référence vers une infiltration de cortisone. Donc, OK. dans toutes les modalités qu'on utilise, il y a toujours un rapport risque-bénéfice qu'il faut calculer. Et Ouais. quand on décide de monter en niveau de risque, c'est parce qu'on désire avoir un avantage qu'on n'a pas réussi à avoir au préalable. Ah oui, j'avais aussi un truc qui m'était venu quand tu parlais de rétinaculite, Oui, c'est ça? Personnellement, j'ai jamais entendu et donc c'est ce qui ça m'intrigue un petit peu dans le sens où, cliniquement, par exemple, qu'est-ce qui va je sais pas si cliniquement c'est possible, mais qu'est-ce qui va te faire pencher plus, bah, oui. vers ça ou vers un syndrome de la bandelette, par exemple? Parce que c'est Alors, c'est un intéressant. des diagnostics différentiels qui va s'exprimer habituellement différemment. D'abord, la posture assise prolongée avec le genou fléchi va souvent donner des douleurs qui vont apparaître OK. parce qu'on vient étirer le rétinoculum latéral de la rotule qui est irrité. La rétinaculite, Ouais. c'est simplement cette irritation, inflammation du rétinaculum. J'ai un test particulier qui est le Hobert modifié, Mmh. où on va venir, en fin de compte, avec une flexion du genou, une extension de hanche, venir de l'ABD vers l'ADD avec une mise en tension de la bandelette et de son faisceau rétinaculaire. Et on va provoquer les symptômes de la rétinaculite. OK. Et l'expression pendant la course à pied est quand même différente dans son histoire. Donc, la localisation est la même, ou presque. Ouais. On est un petit peu plus rebord latéral de la rotule. Mais souvent, une rétinaculite, ben, quand on court, on pourrait avoir un petit effet d'échauffement ou une symptomatologie qui apparaît dès le début, à l'opposé de la bandelette, qui est vraiment, j'ai absolument rien, j'ai rien au repos, mais absolument rien du tout. Et quand je cours, après un certain temps précis, je commence à avoir des symptômes. OK. OK et en termes Et le de noble ouais. est négatif. Le test de noble est négatif, tandis que le test de Hobert modifié de mise en tension du rétinoculum est positif. OK. Donc, ah c'est fou, comme quoi, c'est je connaissais pas du tout ce diagnostic différentiel. Donc, il est aussi inconnu pour moi que difficile à prononcer, donc rétinaculite. Mais, en termes de, tu vois là, ce que j'ai bien aimé dans ce que tu nous transmets ici, en concernant la prise en charge, c'est que tu as directement, en fait, parlé de course à pied, tu vois? Tu pas, on n'est pas parti sur d'autres choses que ça, en fait et ça, je trouve ça assez chouette parce que, heu, pendant longtemps, je trouve que enfin moi, en tout cas, j'ai longtemps cru que, beh, en cas de douleur à la course à pied, la première chose à faire, c'était d'arrêter la course à pied et je pense que Mm. c'est un peu commun à beaucoup de pathologies en course à pied. Mais en fait, la vision moderne, c'est plutôt de se dire: «Bah, en fait, on va continuer à essayer de manager justement cette course à pied et surtout pas tout couper et plutôt essayer de modifier certains facteurs». Hem, Tu penses quoi toi par exemple du renforcement, dans le cadre, bon on pourrait partir un peu plus large même, pour pas spécialement y revenir après, mais soit du renforcement dans le cadre de la bandelette, mais aussi de façon générale, mais on va peut-être partir, sur la bandelette, dans un premier temps. Quelle est la place pour toi de ce renforcement? Parce que c'est souvent quelque chose qui peut être avancé aussi. Ouais. Est-ce que c'est pertinent, pas pertinent? Pourquoi pas? On a des bonnes données sur les douleurs fémoro-patellaires, que le renforcement va améliorer la condition, que c'est une des thérapeutiques clés qu'on va utiliser. On a très peu de données pour les bandelettes iliotibiales. Mmh. En fait, on a, pour essayer d'être cohérent, en regardant la science indirecte, la plausibilité biologique, on va proposer, par exemple, du renforcement du moyen fessier, du contrôle du bassin et du gainage du tronc pour essayer de minimiser ce drop de bassin qui vient mettre en tension la bandelette iliotibiale. Une tension qui, répétée à du mouvement, pourrait occasionner un petit peu plus de symptômes. OK. Et l'exemple classique, c'est je descends une côte et dans la descente de côte, ben, j'ai plus d'impact au sol, j'ai plus de travail nécessaire avec le moyen fessier pour stabiliser mon bassin, mais c'est vrai aussi pour toute la région abdomino-lombaire qui doit être capable de se tenir en place et de transférer les forces au membre inférieur, se laisser dropper au bassin, se laisser tomber sur son appui unipodal, va augmenter la tension de la bandelette et donc on va donner du renforcement du moyen fessier. Après, qu'est-ce que ça vaut vraiment?
peut-être que la science va nous éclaircir dans les prochaines années et nous dire, ben, finalement, guys, ça sert absolument à rien de faire du renforcement du moyen fessier. Mais aujourd'hui, avec l'ensemble des pathologies qu'on a, être solide, robuste, avoir un bon gainage, être capable de se tenir, enfin, on Mhm. va dire, reste quand même encore pertinent. Donc, moi, je donne des exercices de moyen fessier, souvent fonctionnels, en mise en charge Mhm. et de gainage du tronc à mes patients qui ont des syndromes de bandelette iliotibiale. Ok. Ouais, bah Mais je. la science est fragile sur le sujet. On est beaucoup dans l'expérience clinique. Si tu me dis, Blaise, c'est quoi tes éléments clés du traitement de la bandelette? Ouais. C'est un, la quantification du stress mécanique. On ne veut pas de douleur, OK? Mais on va en faire quand même. On veut désensibiliser ton système à être capable de faire de plus en plus d'activités, de courses, de quelque chose, mais sans avoir les symptômes. Ouais. L'autre chose, c'est en dehors de cette partie-là, ben, c'est tous les conseils que j'ai donnés avant, Mhm. minimiser les descentes de côte, faire de la vitesse, mais pas du volume, fractionner les entraînements, aller sur terrain varié, avoir des plus faibles, des plus petites chaussures, plus minimalistes. On n'en a pas parlé, mais l'influence biomécanique de cette attaque talon et du bras de levier, en fin de compte, si on a une grosse chaussure qui en plus est large et qu'on attaque non seulement du talon, mais en plus latéral, on a des effets de levier qui vont mettre plus de stress sur la bandelette. Donc, c'est toute une zone aussi que je vais discuter avec le patient, des meilleurs comportements de modération d'impact pour réduire le stress sur le genou de façon générale. Et là, il y a des explications biomécaniques qu'on peut mettre de l'avant aussi. Ok. Donc voilà. Et Ok. après ça, ben oui, on peut faire du renforcement du moyen fessier, du gainage du tronc, peut-être étirer la bandelette, peut-être désensibiliser la partie latérale, Mhm. euh, faire du massage avec des ventouses qui vont tractionner plutôt que comprimer pour aller désensibiliser la peau. Il y a plein de possibilités, mais qui n'ont pas de démonstration scientifique Ouais. pour lesquelles on est plus dans de l'expérience clinique, puis dans des choses où on ne sait pas trop ce qu'on fait. Ok. Bah, trop bien. Bah là, je pense que je pense que ceux ou celles qui nous écoutent, là, ils ont eu un condensé d'informations en 30 minutes sur la bandelette qui est hyper riche et hyper dense. Donc déjà, je te remercie pour ça. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je suis forcément assez en accord avec ce que tu nous as partagé parce que c'est au final en accord avec les données de la science aussi et ça me rassure. C'est comme ça que je vois les choses aussi, donc tant mieux. Euh, mais je propose, pour pas perdre une seconde de plus, c'est qu'on passe à la deuxième pathologie. De but en blanc, là, comme ça. Ce serait de Ouais, parler de la fameuse périostite ou syndrome de stress tibial médial d'effort, pour pas qu'on me tombe dessus en me disant « Ah, t'as dit périostite alors que maintenant on dit plus trop ça ». Je trouve que c'est une pathologie qui est pas évidente à gérer. Je la trouve personnellement, ça vaut ce que ça vaut, mais moins évidente à gérer qu'une bandelette. Parce que personnellement, j'ai beaucoup de patients, quand ils viennent avec une périostite, ils ont ça, mais parfois depuis des années. Ils me disent ouais, mais moi, en fait, j'ai toujours eu mal. Toujours eu mal au tibia dès que j'ai commencé à courir. Et ils traînent ça parfois. Enfin, là, j'ai un patient, il a ça depuis des années. Pas de façon excessive, mais voilà. Et donc, c'est pour ça que je voulais l'aborder aujourd'hui avec toi. Déjà, est-ce qu'on pourrait se refaire un petit point sur l'aspect physiopathologie, si tu as, si t'as ouais, l'énergie pour ça, parce que je sais que c'est assez dense. Mais ouais. voilà, si tu peux un peu nous déblayer le terrain sur ça. Alors, tu viens d'arriver à la fin de la première partie de l'épisode tourné avec Blaise Dubois. On vient de parler de syndrome de la bandelette iliotibiale. Et sache qu'il y a deux autres parties qui arrivent très prochainement et qui devraient grandement t'intéresser. Allez, merci pour ta confiance. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Entendons sur ta plateforme d'écoute pour ne rien rater. Et puis, bah, je te dis à très très vite. Ciao, ciao. Alors, avant de te quitter, simplement un petit message pour te remercier, toi qui es en train d'écouter ou de visionner ce podcast. Je ne sais pas si tu nous regardes plutôt sur YouTube ou si tu nous écoutes plutôt sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Bref, il y a plein de façons de nous consulter. Mais donc voilà, merci beaucoup simplement, mais parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter ou à nous visionner chaque mois sur Entendons. C'est vraiment un énorme cadeau pour nous de voir qu'il y a un tel engouement derrière le podcast, que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre et à même nous faire vos suggestions en message privé. Bref, c'est vraiment une énorme récompense pour nous. En plus de ça, eh bien, vous êtes beaucoup à nous mettre des notes 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et ça aussi, c'est hyper précieux. Ça peut sembler bateau parce que je me doute que dans tous les podcasts, vous entendez la même chose. Mais en tant que créateur de contenu et en tant qu'hôte de ce podcast, à titre personnel, je peux vous le dire, c'est vraiment une énorme récompense pour nous, mais de voir au moins que vous mettez eh bien, 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça peut sembler rien, mais je vous assure que ça permet non seulement de nous référencer davantage, mais également ça nous donne eh bien, un feedback direct de ce que vous avez pensé de ce podcast. Donc voilà.
Encore une fois, mille merci. N'hésitez jamais à venir nous faire une suggestion, que ce soit pour un invité ou une invitée que vous aimeriez voir, une thématique ou bien d'autres choses. On est vraiment ouvert à tout. Si jamais vous voulez en discuter, eh bien, n'hésitez jamais aussi à nous envoyer un mail, soit sur mon adresse mail augustin@fullphysio.com ou bien, eh bien sur nos canaux, que ce soit sur Instagram, etc., en message privé. On essaiera toujours de répondre dans les plus brefs délais. Allez, encore mille merci pour ton soutien, encore mille merci pour votre soutien. Et puis, je vous dis à très très vite dans vos oreilles. Ciao, ciao.